D'emblée, en fait, je veux vous dire que je connais très bien Marie-André et Rosita qui font partie de l'atelier. Puis on s'est entendu, en fait, pour que je prenne le temps de présenter ce que sont les modèles de prise de décision parce que je pense que c'est central à la réflexion. Fait que, comme on dit en bon français, là, bear with me parce que dans les 15 prochaines minutes, je vous présente les modèles et les résultats de ma recherche, en fait, qui est ma thèse. C'est quand même un bon défi. Donc, quand on parle de processus de prise de décision, ça renvoie vraiment à cette idée de l'ensemble des actions, des réflexions qui sous-tendent la prise de décision des professionnels. Puis, on doit toujours situer un peu ce processus-là d'action-réflexion dans un contexte plus large. La science là, des prises de décision a vraiment émergé dans la deuxième moitié du 20e siècle, puis on s'y est intéressé notamment à la suite d'événements catastrophiques qui n'ont pas de lien avec la protection de la jeunesse, là, mais comme par exemple des écrasements d'avions ou des incidents nucléaires, où le réflexe naturel est souvent de chercher la pomme pourrie. Hein? C'est qui a fait l'erreur, puis comment ça que c'est arrivé, puis on veut dans le fond identifier un coupable. Les enquêtes sur ces événements-là ont vraiment mis en lumière le fait que c'est généralement pas un individu ou une pomme pourrie ou un aspect qui vient finalement causer des catastrophes, mais c'est tout un système qui a permis finalement l'émergence d'erreurs. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant par rapport au processus de prise de décision, c'est de prendre un pas de recul par rapport aux individus, puis d'essayer de voir les aspects systémiques finalement des décisions qui sont prises par les professionnels. On n'est pas dans une culture là, de trouver les erreurs ou d'éviter les erreurs même. On n'est pas non plus dans une perspective de gestion de risque, hein, d'essayer de contrôler les pratiques. On est vraiment dans une perspective où on embrasse un peu la complexité, puis on essaye de comprendre quelles sont les différentes sphères d'influence dans la décision que viennent prendre les professionnels. L'intérêt des processus de prise de décision par rapport à la protection de la jeunesse, c'est qu'il y en a plein de moments décisionnels dans la structure clinique, dans le fond. On a un système, puis là, je ne vous apprends rien, là, je parle à des professionnels, mais qui est en cascade. Hein? Donc, une décision à un palier va déterminer l'action au suivant. Donc, dans le cadre de notre panel de ce matin, dans le fond, moi, je vais parler de la décision à l'évaluation. Puis mes collègues vont parler des décisions qui suivent le placement, notamment du milieu de vie ou des projets de vie des enfants. Ce sont donc toujours des moments où des grandes décisions sont prises, puis on va essayer de comprendre un peu dans qu'est-ce qui influence ces décisions-là. Donc, je vous ai dit que j'allais vous parler brièvement des modèles. C'est vraiment une science qui est émergente en protection de la jeunesse. Vous voyez, dans le fond, les trois modèles que je vous présente ici sur la diapositive, ceux de Benveniste, de Bowman et collègues et de Platt et Turney, ont tous été publiés dans les années 2010. Donc, on est dans quelque chose qui est assez récent. Ce que ces modèles-là ont en commun, c'est vraiment une perspective écologique. Hein. Puis là, je ne vais pas vous donner un cours universitaire sur les modèles puis les perspectives théoriques. Je pense que ce n'est pas ça qui est d'intérêt ce matin. Mais je vous ai préparé une espèce de synthèse en haut, là, très imagée, où, dans le fond, ces modèles-là nous invitent à considérer les différentes couches d'importance dans la prise de décision d'un professionnel. Fait que d'une part, on retrouve la personne qui est visée par la décision. Dans les cas qui nous intéressent, c'est l'enfant puis son parent ou ses parents. Mais dans le fond, on va s'intéresser à qui est cet enfant-là. Des facteurs très objectifs là, comme son âge, son sexe, son milieu de vie, mais aussi des facteurs plus qualitatifs ou subjectifs comme comment va cet enfant-là, c'est quoi sa relation avec ses pairs, avec sa communauté. Bref, on va s'intéresser à lui comme étant un acteur qui va déterminer le processus de prise de décision. Ensuite, on s'intéresse bien évidemment aux professionnels qui prennent les décisions. Puis quand on s'intéresse à ces professionnels-là, il y a le modèle de Benveniste, entre autres, là, qui met vraiment l'accent sur l'aspect des valeurs des professionnels, puis de leurs propres attitudes et l'influence que ça aura sur la façon de mener un processus de prise de décision. Une majorité d'entre vous êtes des intervenants, vous savez très bien que vous et vos collègues n'avez pas forcément les mêmes façons de faire, d'intervenir. Bien, la réflexion autour de c'est quoi l'impact de ça sur le processus de prise de décision, c'est une des sphères à laquelle on peut s'intéresser quand on réfléchit au modèle. L'autre sphère d'influence, c'est vraiment la boîte. Donc, l'organisation, tout le contexte organisationnel qui sous-tend les processus de prise de décision. Puis ça, c'est vraiment multiniveau, mais notamment
Est-ce que, dans le fond, on est dans un contexte de pleine ressource ou est-ce qu'on est dans un contexte où il y a des postes qui ne sont pas comblés, où il y a un fort roulement de personnel? Mais ça renvoie aussi à des aspects très B à bas, là, du genre, est-ce qu'il y a de l'encre dans la machine de fax par laquelle on reçoit des rapports? Est-ce que les intervenants ont accès à des ordinateurs et à des téléphones? Bref, vraiment l'aspect du contexte. Est-ce que les intervenants, par exemple, ont des espaces pour avoir des réunions cliniques ou c'est plus des réunions de type administratif? Tout ça, dans le fond, ça renvoie au contexte organisationnel. Puis finalement, bien, on a le contexte plus large, celui qui, de mon point de vue très humble, est souvent oublié quand on réfléchit au processus de prise de décision, mais c'est celui, dans le fond, qui concerne ce que moi j'appelle le contexte social, politique, voire normatif, là, où se prennent les décisions. Fait que là, un exemple très clair de ça, c'est si on réfléchissait au processus de prise de décision aujourd'hui, bien, on ne pourrait pas faire fi de la pandémie. On ne pourrait pas faire fi non plus que Mme Laurent a parlé 15 minutes avant moi et que, dans le fond, le spotlight est vraiment sur la protection de la jeunesse. On ne pourrait pas faire fi de la petite fille de Granby. Bref, c'est l'idée, d'une certaine façon, que les décisions qu'on prend aujourd'hui ont une influence souvent tacite ou en tout cas moins assumée d'aspects beaucoup plus larges qui viennent influencer le micro de la relation entre un intervenant et sa famille. Fait que c'est vraiment ça, les modèles de prise de décision. Puis là, je vous fais une synthèse. Chacun d'entre eux a ses particularités, ses intérêts. Il y en a d'autres. Mais c'est vraiment une mise en bouche avec ce que c'est un peu cette théorie-là. J'en arrive à l'illustration qui est ma thèse. En fait, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée au processus de prise de décision, spécifiquement à l'évaluation, mais auprès des familles racisées. Et pourquoi, vous allez me dire? Ben, parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui est souvent mis de l'avant de façon récurrente. Puis au moment où moi, j'ai commencé ma thèse, c'était quelques mois après l'affaire Shafia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais dans le fond, à ce moment-là, des jeunes filles avaient été assassinées par leurs parents et leurs frères. Puis il y avait eu des signalements à la DPJ. Puis à ce moment-là, on n'avait pas été en mesure là, de bien cerner le danger auquel elles faisaient face. Puis je me disais, oh mon Dieu, je ne veux pas être l'intervenante qui a laissé passer Shafia. Personne ne veut l'être, puis on comprend finalement que ce n'est pas une intervenante. Parallèlement à ça, il y avait eu le rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui avait mis de l'avant le fait que finalement, il y a de la discrimination systémique à l'égard des jeunes racisés, notamment dans le système de protection de la jeunesse. Puis là, ça soulevait des questions par rapport au racisme systémique, d'une certaine façon, dans notre société. Puis à travers tout mon processus de thèse, bien, il y a eu tous les débats sociaux autour de l'interculturel, la charte des valeurs, c'est quoi être québécois, c'est quoi nos valeurs. Puis ça, bien, moi, ça m'intéressait de réfléchir, bien, si on est une intervenante en protection de la jeunesse, qui me ressemble, là, qui est blanche, comment on fait pour naviguer à la fois la complexité de l'intervention socio-judiciaire et celle de l'interculturel. Donc, pour ce faire, j'ai fait une recherche qualitative. J'ai rencontré en 3 vagues de collecte de données, 18 intervenants, puis un focus group avec des gestionnaires. Je vous épargne les détails de la méthodologie. Je vous épargne même 6 ans de travail et je vous amène aux résultats. Dans le fond, au terme de la recherche, il y a 6 éléments qui, du point de vue des professionnels, influençaient les processus de prise de décision à l'évaluation. Puis là, pour l'exercice, je vous propose un peu, je ramène le modèle que je vous ai présenté au début, puis je vais essayer d'insérer en fait ces résultats-là dans le modèle. Donc, un des aspects qui a émergé, c'est celui des rôles de l'évaluation. Au fil des entrevues, on s'est rendu compte que par-delà le rôle d'enquête, de soins qui est attendu à l'évaluation, il y a vraiment un rôle d'éducation puis d'information des familles qui émerge. Puis la question qu'on se posait, c'est ben pourquoi? C'est pas le rôle de la protection de la jeunesse d'informer les familles sur c'est quoi la DPJ, c'est quoi les droits des enfants, c'est quoi les attentes parfois de la société d'accueil à l'égard des comportements parentaux. Mais les intervenants disaient, bien, on se ramasse à faire ça parce qu'en fait, on est souvent la porte d'entrée vers les services à l'évaluation. C'est souvent pour les familles racisées la première fois qu'elles ont un contact direct avec une représentante de l'État. Et donc, les intervenantes de l'Éval se retrouvaient à devoir expliquer un peu tout le système, le réseau de services, notamment celui de la DPJ aux familles. Puis ça, c'est un rôle qui est spécifique au contexte interculturel et qui venait définitivement teinter le processus de prise de décision. Deuxième aspect qui a émergé, qui est lié au premier, c'est la question de la pression des délais.
il y avait un consensus parmi les personnes que j'ai rencontrées à l'effet que, de façon générale, travailler à l'évaluation, c'est travailler sous pression, hein, dans un contexte de pression de temps, mais en contexte interculturel, le fait que les délais ne sont pas modulés en fonction des besoins des familles crée une pression énorme qui est en fait irréaliste. Parce que les intervenants me disaient, bien, en contexte interculturel, parfois j'ai besoin d'un interprète, ça prend du temps. Parfois, j'ai besoin d'expliquer ce qu'est la DPJ, ce qui est ma mission, puis mon rôle. Et ça prend du temps. Mais c'est aussi tout, dans le fond, briser les barrières de la méfiance, les préjugés. Hein. Plusieurs des familles pensaient que la DPJ, son rôle, c'était d'enlever les enfants. Mais créer un lien de confiance dans un contexte de peur ou de méfiance, ça exige du temps. Et dans ce contexte-là, les quotas prescrits par la structure administrative organisationnelle ou la loi, en fait, n'étaient pas réalistes du point de vue des intervenants. Troisième aspect qui a émergé, les intervenantes ont dit, dans le fond, dépendamment de ce qu'il y a dans le signalement, du type de maltraitance alléguée, nos processus de prise de décision sont complètement distincts. Là, je vais être brève, là, mais c'est l'idée, dans le fond, que dépendamment si c'est un signalement pour des méthodes éducatives déraisonnables, des violences basées sur l'honneur ou de la négligence, il y avait vraiment des grandes distinctions dans le processus qui est mis de l'avant. Ça renvoyait à des aspects qui sont liés au système de façon globale. Parce que, par exemple, dans les situations de méthodes éducatives déraisonnables, les intervenantes, d'une part, étaient habituées de faire ce type d'évaluation-là, mais en plus, elles avaient des ressources, du support au niveau institutionnel. Je pense, par exemple, aux accompagnantes de milieu, aux interventions IRI. Puis ça faisait en sorte, dans le fond, que le processus de prise de décision était simplifié parce que soutenu. D'un autre côté, on avait des situations à haut risque, comme des violences basées sur l'honneur, où il y avait un protocole très strict qui laissait très peu de marge de manœuvre aux professionnels dans le processus de prise de décision à travers une décision partagée. Puis ça, bien, dans le fond, ça influençait nettement le processus. Fait que c'est cette idée-là que, dépendamment de ce qui va être mis de l'avant dans le signalement, le processus va être complètement différent et fait appel à des expertises au niveau des professionnels assez différentes aussi. Autre aspect qui a émergé, c'est que l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées disaient, ben moi, quand j'ai commencé au jour 1 à l'Éval ou en protection de la jeunesse, je n'étais pas prête. Puis, grosso modo, j'ai appris sur le tas. Puis ça renvoie, oui, d'une certaine façon aux professionnels, mais de mon point de vue aussi au contexte organisationnel et plus large, là, celui de formation en milieu universitaire qui me concerne personnellement. Mais c'est cette idée que finalement, si les intervenantes apprennent sur le tas, c'est important qu'elles aient des espaces pour formaliser cette réflexion-là par rapport tant au contexte interculturel et au contexte, dans le fond, de la protection de la jeunesse. Et du point de vue des professionnels que j'ai rencontrés, ces lieux de rencontre-là ou de discussion ou de réflexion-là n'étaient pas disponibles dans leur pratique. Ce qui fait que, dans le fond, elles apprenaient plus en discutant de façon informelle avec des collègues. Ça renvoie une responsabilité à la fois des milieux universitaires, de mieux former, de s'organiser pour que quand on diplôme des intervenantes, qu'elles se sentent plus prêtes ou adéquates pour naviguer les complexités de l'intervention en contexte interculturel, mais aussi de protection de la jeunesse, mais aussi comment assurer une formation continue qui met l'accent sur la réflexivité puis la capacité de réfléchir collectivement dans les milieux de pratique en protection. Autre aspect qui a émergé, puis là, je vais les présenter ensemble, ceux-là, parce que le temps file, mais c'est, dans le fond, le fait, les intervenantes ont renvoyé à certaines tensions liées à la diversité, mais aussi à des enjeux au niveau des attitudes réciproques entre elles et les familles. Je m'explique. Les intervenantes disaient, par exemple, ben, c'est beaucoup plus facile, mon processus de prise de décision est pas mal simplifié quand la famille collabore ou reconnaît ce qui se passe dans sa famille ou m'ouvre la porte pour que je puisse parler à tout le monde, que quand, par exemple, elle est très méfiante ou même braquée. Puis, dans le fond, ce que les professionnels disaient, c'est ben, c'est sûr que si j'ai une famille braquée, moi-même, d'une certaine façon, je suis limitée dans ce que je peux faire, puis très fort probablement, moi-même, je vais être moins patiente, moins flexible que si je suis avec une famille qui l'est plus. Puis toute cette réflexion-là autour, dans le fond, de tension,
liées à la diversité. On a aussi parlé, dans le fond, dans le cadre des entretiens, de racisme dans le cadre de l'intervention, puis ça générait certains tabous. Quand, par exemple, les familles disaient « vous êtes ici parce que je suis noire » ou « tu ne me comprends pas parce que tu es blanche », ça générait une espèce de tabou. À quoi répondre à ça? Puis là, j'ai placé ces aspects-là au centre de la diapositive parce que ça renvoie à des dynamiques sociales beaucoup plus larges qui, à mon sens, en fait, au fil des analyses, se sont révélées être finalement un microcosme des tensions qu'on vit dans notre société de façon générale, qui se reproduisent dans le processus de prise de décision à l'évaluation. Je m'explique, là, c'est des gros mots qui veulent dire pas grand-chose, mais c'est cette idée-là que notre premier ministre n'est pas d'accord avec moi, là, mais on vit dans une société où il y a du racisme systémique. Et bien que, dans le fond, individuellement, on fasse en sorte que ça ne se reproduise pas puis qu'on soit le plus ouvert et juste possible, le fait est que, dans le fond, ça existe. Et les tensions que les professionnels racontaient dans leur relation avec les familles racisées renvoyaient à certaines des dynamiques plus larges desquelles on parle comme société. Puis je trouve que c'est un très lourd fardeau que de laisser aux professionnels l'ingrat d'affronter ça toute seule sans leur donner une structure ou des outils pour prendre la distance et avoir l'espace pour y réfléchir. Donc, je clôt ma présentation, dans le fond, en revenant au modèle, puis en vous disant, voyez, les cercles que j'ai posés sur la diapositive, il n'y en a aucun qui rentre dans une des cases dont les modèles nous parlent. Puis ça met de l'avant l'aspect fondamentalement relationnel, complexe. Ces modèles-là, de mon point de vue, leur intérêt, c'est vraiment de nous forcer à prendre un pas de recul, puis à considérer toutes les sphères ou les dimensions écologiques là, qui viennent influencer le processus de prise de décision, de sortir de c'est qui a fait ça, pas comme il faut. Mais en même temps, ce n'est pas des modèles qui nous permettent d'avoir une réponse simple et claire sur qu'est-ce que serait un bon processus de prise de décision. Alors, je vous invite, dans le fond, à poursuivre la discussion autrement. Puis, si jamais vous avez davantage d'infos, vous pouvez me contacter où il y a 2 articles publiés récemment qui sont disponibles.